Tonight's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. 10% de participation, à peine plus, au premier tour des élections législatives tunisiennes. Une claque pour le président Kais Saied, une lassitude pour ce pays qui a longtemps été l'exemple des révolutions arabes. Alors quel après également, c'est ce qu'on voit ensemble avec notre invité. Le bruit du monde ce soir est en Palestine avec le retour des festivités de Noël qui marquent aussi la fin d'une année 2022 particulièrement meurtrière entre Palestiniens et Israéliens, des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis 2006. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Charlotte Piré a trouvé des femmes au Yémen dont le sort est semblable à celui des Afghanes. Les élevages de rennes menacés par les éoliennes, c'est en Laponie. Et puis un petit peu le monde à l'envers, les Pères Noël brésiliens reçoivent des cadeaux parce qu'ils ont terriblement souffert de la crise. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin depuis Bruxelles, après la visite de Zelensky aux États-Unis. Sommes-nous en Europe à la hauteur de l'aide à l'Ukraine ? 18h55, le monde d'après de Franck Madvon en Israël, lui aussi, avec ce gouvernement qui se profile et qui sera le plus à droite que le pays ait jamais connu. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Sophie Bessis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne spécialisée dans la Tunisie. Vous avez notamment écrit Les Valeureuses 5 Tunisiennes dans l'histoire. C'était en 2017, mais il n'est pas interdit d'y revenir. Les chiffres en Tunisie, Sophie Bessis, sont terriblement parlants. En 2011, au moment de la Révolution, on avait 54% de participation à la mise en place de la Constituante. Il y en a eu 68% pour les premières législatives. Et puis, 2014, 41%. 27% au fameux référendum de 2022 tout récemment. Et là, 11,22%, c'est le record mondial de l'abstention. Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise ou au point vous vous êtes dit c'est exactement là que nous en sommes aujourd'hui ? Je crois qu'il faut commencer avec le référendum du 25 juillet 2022, parce qu'effectivement, le taux de participation a été extrêmement faible, et c'est un décalage par rapport aux élections précédentes, même si certaines élections avaient peu mobilisé. Mais enfin, tout de même, le référendum du 25 juillet 2022 constitue une rupture. C'est-à-dire que c'est un premier démenti à l'architecture constitutionnelle que le chef de l'État tunisien veut mettre en place. À peine, même pas un tiers de participation, même pas 30% de participation. Et là, on arrive à des sommets, effectivement, comme vous l'aviez dit, puisque les estimations sont de moins de 10%, et le chiffre officiel est de 11,2%, effectivement. Alors là, la Tunisie n'est pas allée voter. La Tunisie, là, ce n'est pas seulement un désintérêt, la Tunisie a refusé d'aller voter, c'est extrêmement clair, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a évidemment des gens qui ne votent pas par habitude, si vous voulez, bien sûr, et qui sont plus préoccupés aujourd'hui par les questions économiques et sociales, parce que la situation va très mal, mais il y a aussi incontestablement aujourd'hui un refus politique de ces élections et de cette architecture institutionnelle qui est en train d'être mise en place. Vous l'aviez dit vous-même, et c'est peut-être même ici que vous l'avez dit, le régime tunisien a changé de nature. Vous avez dit ça l'année dernière. Donc effectivement, même avant le référendum, à partir du 21 juillet de l'année d'avant. Du 25 juillet 2021. Exactement, 2021. Est-ce que ça veut dire, quand un régime change de nature, c'est aussi un régime qui se fiche complètement d'un désaveu, aussi cinglant soit-il ? Est-ce que le danger est là ? Ou est-ce que vous diriez quand même que le message est passé pour le président Saïd ? Écoutez, pour l'instant, il ne semble pas qu'il soit passé, dans la mesure où officiellement il n'a pas pris la parole depuis le soir des élections du 17 décembre, et dans une déclaration incidente, il a dit qu'un taux de participation, il était totalement stupide de mesurer un taux de participation au premier tour, qu'il fallait le mesurer au deuxième tour. Bon, donc en fait, comme toujours, depuis qu'il a fait son coup d'État, son coup de force institutionnel, il est dans le déni en réalité. Il est dans le déni du refus des Tunisiens et des Tunisiennes de valider en fait cette nouvelle architecture institutionnelle. Et ce refus en réalité est dû à deux raisons principales à mon sens. Bon, d'une part, un refus politique, puisque tous les partis politiques pratiquement, sauf un mouvement qui est pro-Kais Saied, ont appelé au boycott. Ça, c'est la première chose. Et un refus parce que cette architecture constitutionnelle est incompréhensible pour la majorité de l'opinion tunisienne. La nouvelle loi électorale, donc à partir de laquelle ont été organisées ces élections, est d'abord une loi qui contrevient à toutes les dispositions qui étaient en vigueur depuis 2012, à commencer par le nombre des députés, puisque
arbitrairement, le chef de l'État a réduit l'Assemblée de 217 à 161 membres. Cette Assemblée n'a à peu près aucun pouvoir, ça va être une chambre d'enregistrement, et le mode d'élection est d'une rare complexité. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez des inconnus qui se sont présentés, qui n'ont pas pu faire campagne, pratiquement, parce que ils ne peuvent pas recevoir de financement, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans les médias, et donc, en fait, il y a eu un désintérêt total vis-à-vis de cette élection. Moi, l'on me disait, puisque j'étais en contact avec Tunis le jour du 17 décembre, on me disait, mais c'est un événement, il ne se passe rien. Mais pourtant, est-ce qu'il n'avait pas besoin de le légitimer, son passage en force, à un moment? Donc, désormais, il se sent, lui, légitime. Comment? Est-ce que c'est simplement de dire, tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, en gros, n'ont rien compris et sont des imbéciles? Non, enfin, on en est là. si vous voulez, les partisans de Kais Saïed disent, ceux qui se sont abstenus ne sont pas des patriotes. Donc, nous sommes toujours dans la même logique, c'est-à-dire, au fond, eh bien, ceux qui sont contre le chef de l'État sont des ennemis du pays, ne sont pas des patriotes, et certains, d'ailleurs, par excès de zèle, vont jusqu'à dire que si le taux de participation aux élections précédentes était plus important, c'est parce que les votants étaient payés par l'étranger, en fait, pour aller voter. Donc on arrive à des sommets de complotisme qui sont une des manifestations, justement, de ce déni. Alors, que va faire le chef de l'État maintenant? C'est toute la question que l'on se pose. Évidemment, l'opposition, c'est son rôle, appelle soit à sa démission, soit à l'annulation de ce premier tour et à un nouveau tour de législative et de présidentielle. Moi, je ne pense pas du tout que le chef de l'État va répondre, disons, aux demandes de l'opposition, son mandat. Et peut-être même au contraire. Selon quelle architecture constitutionnelle, on ne le sait pas, il a été élu en vertu de la Constitution de 2014, laquelle a été abrogée et remplacée par une Constitution, donc comme vous le rappeliez, adoptée par référendum en 2022. En juillet dernier. Et donc, en vertu de quoi il a été élu? En vertu d'une constitution qui n'existe plus, mais en vertu de cette constitution qui n'existe plus, son mandat est un mandat de 5 ans. Donc, court encore pour 2 ans. Et à mon sens, je vois mal le chef de l'État démissionner ou remettre son mandat en jeu. Ce n'est pas du tout dans la logique de ce qu'il fait depuis 2021. Alors, la crainte, ce serait qu'il aille encore plus loin. Est-ce qu'on peut accentuer encore cette hyper-présidentialité? Honnêtement, moi, je n'en sais rien. Écoutez, où peut-il aller plus loin? Oui, c'est ça. S'il peut aller plus loin, où peut-il aller plus loin? Vous savez que dans la logique du chef de l'État, qui est une logique on vit, je crois, dans ce début de XXe siècle, une logique populiste, et le chef de l'État tunisien en est une des manifestations les plus évidentes. Donc, une des logiques du pouvoir populiste est de supprimer tous les corps intermédiaires, puisque le chef de l'État est l'incarnation du peuple. Il est le peuple. Et donc, là où il peut aller plus loin, c'est... Bon, les partis politiques sont totalement marginalisés, puisqu'ils n'avaient pas le droit de présenter des candidats. La société civile et les organisations de la société civile sont de plus en plus menacées. Il y a des entorses de plus en plus préoccupantes à la liberté de la presse, puisqu'il y a une loi, un décret tout récent, qui est le décret-loi 54, assimile certaines informations à une atteinte à la sûreté de l'État. Donc, je pense que là, effectivement, il est possible que le pouvoir actuel, enfin le pouvoir d'un homme, en fait, le pouvoir d'un seul, aille plus loin dans l'interdiction d'une vie politique normale. Et en même temps, Sophie Bessy, si on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on se dit qu'effectivement une opposition réclamerait qu'on refasse des élections, y compris les présidentielles, est-ce qu'on voit aujourd'hui une opposition mener cette fronde-là? Quelle opposition pour présenter quoi? Et est-ce que réellement le peuple tunisien suivrait? Parce que ce qu'on entend, et vous l'avez dit, c'est aussi une énorme fatigue du peuple tunisien. Donc de toute façon, même s'il y avait cette forme de renversement, y compris démocratique, est-ce que vraiment il serait suivi et il pourrait avoir un sens? Eh bien, je crois que vous avez tout à fait raison de poser cette question, dans la mesure où un des atouts maîtres du chef de l'État aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en face, en réalité. C'est-à-dire que c'est une opposition désarticulée,
des partis politiques qui ont fait la preuve, disons, de leur inefficacité durant les années qui ont précédé l'élection de Kais Saïed et surtout qui ont précédé son coup d'État constitutionnel, puisque le Parlement élu en 2019 était politiquement au-dessous de tout. Enfin, c'était quand même une caricature de vie démocratique. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'a joué le chef de l'État pour faire son coup, bien sûr. Donc, effectivement, un de ses atouts, c'est que il y a des partis politiques qui sont totalement décrédibilisés aux yeux de la population. Il y a une société civile qui, comme vous le disiez, est fatiguée. Et donc, il faut... Alors, elle résiste encore. Hein. C'est peut-être le lieu où il se dit des choses importantes. Il y a un syndicat qui reste puissant, qui est maintenant passé officiellement dans l'opposition, alors qu'il avait soutenu en réalité le coup de force de Kais Saïed, avait été soutenu par les GTT. Aujourd'hui, les GTT se rangent dans l'opposition, dans la mesure où elle est aussi hostile à des négociations qui n'ont pas été publiques entre le Fonds monétaire international et la Tunisie, lesquelles négociations ont d'ailleurs capoté pour ajouter à la gabegie actuelle. Moi, ce qui m'intrigue là-dedans, Sophie Bessy, c'est... Est-ce qu'on l'a vu venir, en fait? Je me souviens très bien au début qu'il est resté énigmatique très longtemps, ce monsieur, qu'on l'a aussi pris de haut à certains égards. Est-ce qu'il fallait s'en méfier tout de suite? Ou est-ce que c'est lui qui a switché un moment? Est-ce qu'il avait caché son jeu? Est-ce qu'on sait répondre à ces questions maintenant ou pas? Alors, je pense, mais c'est une opinion tout à fait personnelle, hein. D'abord qu'il était dangereux tout de suite, pas parce qu'on pensait qu'il allait faire ce coup d'État et faire cette dérive autocratique, mais il était dangereux parce qu'il avait une rhétorique, comme je le disais, bon, je sais que c'est un mot très galvaudé, mais je l'emploie quand même, une rhétorique populiste, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun programme en 2019. Mon programme, c'est de faire ce que voudra le peuple. Le peuple va choisir. Je suis la voix du peuple. D'ailleurs, en fait, comme voix du peuple, il n'a procédé depuis 3 ans qu'il est au pouvoir à aucune réforme, rigoureusement aucune. Sauf que comme souvent, effectivement, on a l'impression que c'est une impasse politique pour tout le monde, donc on va chercher effectivement, même sans programme, toutes les histoires de populisme ont 0 programme en général. Il a été élu sur un non-programme. Donc déjà, c'était quelque chose d'extrêmement préoccupant, et très vite on a pu remarquer que il souhaitait, parce que la Constitution de 2014 donnait très peu de pouvoir au chef de l'État et davantage de pouvoir à l'Assemblée nationale, et on a très vite vu que il était insatisfait, disons, des peu de pouvoirs qui lui étaient accordés par la Constitution, puisqu'il a bloqué les gouvernements, lesquels étaient parfaitement incompétents, il est vrai, mais il a bloqué les gouvernements d'avant son coup de force. C'est ce qu'il appelait renverser le sablier, en fait. Tout à fait. Renverser le sablier, faire les choses à l'envers. On dit qu'il s'est passé quelque chose lors de sa visite à Al-Sisi au Caire en avril 2021, que peut-être le switch est là aussi. Qu'est-ce qu'il a entendu? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un switch. Je pense qu'il a été assuré de soutien extérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est extrêmement préoccupant, eh bien, il est allé chercher les soutiens des pouvoirs aujourd'hui les plus autoritaires et les plus réactionnaires de la région arabe. Aujourd'hui, il est soutenu par l'Égypte, dont on sait le caractère dictatorial du pouvoir. Il est soutenu par l'Algérie, de Monsieur Tebboune, hein, la Tunisie est aujourd'hui sous influence algérienne incontestablement, et donc le paradoxe de cet homme est qu'il se réclame de la légitimité révolutionnaire alors qu'il a un comportement et des alliances parfaitement contre-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il faisait d'ailleurs pendant la Révolution? On a une trace de lui. En 2011, il faisait quoi? Non, il est entré en politique en 2011. D'accord. En réalité, il n'a jamais manifesté la moindre opposition à l'époque de la dictature de Ben Ali. Il était d'ailleurs, sans être réellement politique, hein, ne lui accordons pas ce qu'il n'avait pas, mais il n'avait aucun problème avec le régime de l'époque. Sophie Bessis, la Tunisie devait engager des discussions avec le FMI, et c'est crucial. Il y a même c'est une bouffée d'oxygène qui est indispensable. Le FMI qui a repoussé, si je ne m'abuse, près de 2 milliards de dollars déjà. Est-ce que ça dit que toutes les organisations de ce type, mais aussi les États partenaires, les États occidentaux, ont désormais un mouvement de recul, et que ça dépend lesquels. Okay. Ça dépend lesquels. Par exemple, la France. Monsieur Macron a fait des déclarations assez hallucinantes, il faut bien le dire, de soutien au président Kais Saïed en disant qu'il était un très grand constitutionnaliste et quelques flatteries, disons, dont on ne comprend
pas très bien ni le sens ni le but. Mais la France, pour l'instant, le soutient, à mon sens, pour deux raisons essentielles. D'une part, parce qu'effectivement, un chaos en Tunisie serait très préoccupant dans une région hautement incendiaire. Et puis, la France craint, en cas de chaos tunisien, l'arrivée de plusieurs centaines de milliers de Tunisiens aux frontières de l'Europe. C'est déjà le cas, parce qu'il n'y a jamais eu autant de départs de Tunisie depuis ces dernières années. Oui, mais enfin, ce sont des départs, si vous voulez. Pour l'instant, il y a deux types de départs. Les départs en barque clandestine que l'on connaît, et les départs de toutes les forces vives, de toutes les compétences de ce pays. Et là, ces compétences, la France les accueille à bras ouverts. Vous nous décrivez, Sophie Bessis, et ce sera la dernière question, j'allais dire hélas, parce que ce que vous nous décrivez, c'est une impasse, une solution zéro, en fait, scénario zéro. Oui. Pour l'instant, je ne vois pas de porte de sortie, effectivement. Et c'est bien ça le problème. Vous parliez du Fonds monétaire international, effectivement. Le Fonds monétaire international demandait des réformes. On ne sait pas lesquelles la Tunisie a accepté de faire, mais surtout le Fonds monétaire international a reporté, disons, son approbation d'une aide très modeste, cela dit, d'un prêt de 1,9 milliard de dollars, alors que la Tunisie en demandait 4 milliards. Mais en disant, il n'y a pas encore, nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, je crois, 22, il n'y a pas encore de loi de finances pour 2023. Et donc, le Fonds monétaire dit, écoutez, on ne peut pas prêter 2 milliards de dollars à un pays qui n'a pas encore de loi de finances, dont on ne sait pas ce qu'il va faire de cet argent. Donc effectivement, absolument tous les signaux aujourd'hui sont au rouge, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et on ne voit pas très bien ce qui pourrait réouvrir une voie. Sophie Bessis, c'est une conclusion bien pessimiste. Je le crains, j'aimerais pouvoir être davantage optimiste. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous reviendrez pour nous dire des choses plus optimistes. J'espère aussi. Spécialiste de la Tunisie, Sophie Bessis, merci beaucoup, vraiment. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Palestine avec le retour des célébrations de Noël pour la première fois comme avant ou quasiment depuis le Covid. Mais vous verrez aussi que cette année 2022 a été marquée par un nombre de morts record jamais vu depuis 2006. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Charlotte Piret. Oui, on va parler des femmes yéménites qui subissent des restrictions de liberté qui font de plus en plus penser à l'Afghanistan. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et c'est vous, Angélique Boin. Bonsoir Angélique. Bonsoir, l'aide européenne à l'Ukraine peut-elle s'essouffler après la visite du président Zelensky aux États-Unis? On fera le point sur la mobilisation des Européens. Et le monde d'après, Franck Madvon, bonsoir, retour en Israël avec vous. Oui, bonsoir, un nouveau gouvernement très à droite en Israël. Et si la démocratie était vraiment menacée cette fois? Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini. Il fait un détour avec Joey Ramone, What a Wonderful World, la reprise de la chanson de Louis Armstrong avec le chanteur des Ramones, pionnier du punk rock.
Le bruit du monde ce soir est en Palestine en pleine festivité de Noël. Après les années Covid, les pèlerins et les touristes sont de retour et c'est une bonne nouvelle pour l'économie et pour l'emploi. Mais l'année qui s'achève a aussi été la plus meurtrière pour les Palestiniens et les Israéliens depuis la fin de la seconde intifada en 2006. Sans perspective de solution politique, la tentation de l'immigration est grande chez les Palestiniens, notamment chez les chrétiens. Et la suite, c'est Frédéric Mettezo qui raconte. Des embouteillages de voitures particulières et surtout de taxis jaunes et d'autocars vers la basilique de la Nativité. À Bethléem, on roule mal, mais c'est bon signe. Le retour des bouchons signifie le retour des touristes, comme Anne-Marie et Elisabeth, deux sœurs américaines catholiques. C'est ma première fois ici. C'est vraiment une bonne sensation. Je n'aurais jamais cru avoir la possibilité de venir. Et honnêtement, ça a été une organisation très rapide pour venir ici. C'est une véritable bénédiction. Ça a été très simple. Les vols et tout le reste étaient ouverts. Donc c'était bien mieux que pendant le Covid. C'est ma deuxième fois. Je suis venue cet été, je suis tombée amoureuse de la région. C'est comme la maison où Jésus est né et où tout a commencé. C'est le pilier de notre foi. Sur la place de la Nativité, entre l'église et la mosquée, se dresse le gigantesque sapin de Noël et la crèche, juste devant la boutique de souvenirs de Joseph Giacaman. Nous, on fabrique le bois d'olivier et le nacre pour les objets religieux. Tous les crèches, des personnages, figures saintes. Ils savourent le retour des pèlerins. Oui, ils ont commencé à venir. C'est mieux que 2 années. On a fermé peut-être 1 année et demie, 2 années. Il n'y a pas de touristes, alors pourquoi on reste ouvert? Pour les gens locaux, pas de travail, ils n'achètent pas. Plein de magasins est fermé. Ici, toujours il y a quelque chose. Pas seulement une maladie ou quelque chose. Il y a eu des violences. Il y a eu des violences, il y a des problèmes. En 2022, plus de 200 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie et à Gaza. Civils, combattants ou terroristes. 1/4 de ces victimes sont des enfants. Juste à côté de Bethléem, Beit Sahour. Ce soir-là, on tire un feu d'artifice et l'on fête l'illumination du sapin. Mais le maire, Hani Hayek, a peur qu'à la longue, ses compatriotes s'en aillent définitivement. La vie des chrétiens à Beit Sahour, surtout pendant le corona, a été très difficile. Et pendant cette période, les gens sont partis. Et des familles, et des gens jeunes sont partis. Ils cherchent une vie meilleure en dehors d'ici. Cette émigration devrait cesser et nous faisons de notre mieux pour que les chrétiens n'émigrent pas. Comment ? En améliorant l'économie et notre vie quotidienne. L'illumination du sapin y contribue, donner de la sécurité y contribue. Être un indépendant est le plus important. Insister sur la fin de l'occupation, ce sont des choses importantes pour nous. Nous n'avons aucune indépendance dans notre vie. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967 et le mur de séparation en béton est comme une balafre dans Bethléem. Le cœur de ville, 35 000 habitants, est autonome depuis les accords d'Oslo de 1995. Mais l'armée israélienne contrôle encore l'essentiel du gouvernorat de Bethléem et ses 200 000 habitants, rappelle le journaliste palestinien Elias Atrash. En général, la région de Bethléem est un endroit plutôt agréable. On vit ensemble, tous les gens en bons voisins, mais dans un espace réduit où les déplacements sont limités. La limite de vitesse pour les voitures ne dépasse pas 50 km/h, puisqu'il n'y a pas d'espace. On conduit à peine de la maison au travail, puis au magasin, puis de retour à la maison, c'est tout. Le futur est très limité ici, à dire vrai. Soit vous êtes très intelligent pour gagner votre propre argent, soit vous avez déjà de l'argent de votre famille. C'est comme ça. Pour vivre, vous devez travailler très très dur ici. C'est plus simple en Europe, en Amérique ou en Amérique latine. Les Palestiniens vivent partout dans le monde entier, mais ici, les emplois sont vraiment limités. Vous voulez sortir dehors, il faut une permission. Si vous voulez voyager, il faut des visas. C'est très difficile pour les Palestiniens. Ils font 2-3 mois pour prendre le visa. Pourquoi vous allez? Pourquoi? Après, il faut une permission des Palestiniens, d'Israël. C'est beaucoup. C'est facile pour vous d'aller à Jérusalem? C'est un peu difficile. Pour moi, il y a une permission, mais on n'aime pas. On ne peut pas aller avec notre voiture. Il faut aller prendre un taxi. Il faut aller avec l'autobus. Et
Et Jérusalem, c'est 9 km de Bethléem. Quelquefois, il faut toute la journée pour aller. Il faut aller au checkpoint. C'est difficile pour tout le monde. Il n'y a pas un différent de chrétiens et musulmans. C'est tout le même. À Bethléem, ils sont une. C'est tout palestinien. Le retour annoncé de Benyamin Netanyahou au pouvoir en Israël, à la tête d'une coalition associant l'extrême droite favorable à la colonisation, ne rend pas les Palestiniens optimistes. Et on y reviendra tout à l'heure à Israël avec Franck Madvon. Merci beaucoup Frédéric Mettezo pour ce reportage. Le bruit du monde de la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Charlotte Piret. Et Charlotte, ce qu'on entend là, c'est au Yémen et ce sont des combattants houthis. Oui, les femmes yéménites qui craignent d'être soumises au même sort que leurs consoeurs afghanes parce que les fondamentalistes houthis qui se réclament de la branche de l'islam chiite, du zaïdisme, détiennent la capitale du pays depuis 2014. Et à l'image des régimes iraniens ou talibans, ils grignotent année après année les libertés des femmes. Interdites de voyager sans un mahram, un tuteur masculin, privé de piscine et salle de sport qui leur était pourtant réservé à Sanaa, la capitale, empêchées même de travailler par endroits alors que le pays est le plus pauvre de toute la péninsule arabique est ravagé par ce conflit avec les rebelles houthis qui a déjà fait des centaines de milliers de morts. À Saada, fief des rebelles dans le nord du pays, les femmes ont même interdiction de sortir seules après 18h, y compris en cas d'urgence médicale. Elles n'ont plus le droit non plus d'avoir recours à la contraception. Et pour faire respecter ces mesures, une police de femmes a été instaurée. Les Aina Biyat qui patrouillent les rues, surveillent les lieux réservés aux femmes et se montrent particulièrement sévères avec les contrevenantes. La jeune femme que vous entendez s'appelle Abir Al-Makhtari, elle a 21 ans et elle espérait partir étudier au Caire où elle a décroché une bourse, mais les Houthis l'en ont empêché. Les Houthis traitent les femmes comme des esclaves, dénonce encore cette jeune femme qui en appelle aussi aux hommes yéménites pour les soutenir dans leur combat pour le maintien de leur liberté fondamentale. Dans certaines villes, la résistance de la population a de fait contraint les Houthis à revenir en arrière après avoir interdit par exemple la mixité dans les restaurants ou encore de diffuser de la musique pendant les cérémonies. Quand les élevages de rennes, rien à voir, sont menacés par les parcs éoliens. Ça se passe en Laponie, rien à voir non plus, au sein de la communauté indigène Sami, tout au nord de la Suède, sur une colline près de la ville d'Ouméa, un immense parc éolien a pris place. Mais s'il produit désormais une énergie propre, renouvelable, il prive aussi les rennes d'espace de pâture. Or, les pâturages sont déjà trop peu nombreux en Laponie, où un Sami sur 10 perçoit des revenus du commerce des rennes, viande, fourrure, bois. This is how Jokkmokk looks like. This is just a small part of Jokkmokk. Maxida Marak et Sami est issue d'une famille d'éleveurs qui guident les rennes jusque dans les montagnes au printemps, puis les font redescendre dans la forêt à l'approche de l'hiver et s'assurent qu'ils disposent de suffisamment de nourriture. Mais les éoliennes ou encore l'une des plus grandes usines de batteries électriques d'Europe, déjà installées dans la région, mettent en péril cette tradition qui remonte à plus de 700 ans en Laponie. Et chaque semaine, les villages Sami reçoivent de nouvelles demandes d'installation d'industries liées aux énergies vertes, champs d'éoliennes encore, ou une aciérie sans combustible fossile. C'est une première en cours de construction. Plusieurs projets de mines sont également à l'étude afin d'alimenter ces industries en matières premières. Bref, la Suède, déjà premier exportateur d'électricité d'Europe, entend accélérer encore sa transition vers une énergie verte. Mais paradoxalement, ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique sont aussi ceux qui payent le prix de cette transition, la communauté Sami. Au Brésil, autour des Pères Noël de recevoir des cadeaux. Oui, car ceux qui enfilent costumes rouges et barbes blanches pour ravir les enfants à l'approche de Noël sont souvent des retraités dans le besoin. Alors jouer les Pères Noël leur permet de gagner un peu d'argent pour acheter des cadeaux à leur famille ou même tout simplement payer les factures. À Rio de Janeiro, il existe même une école des Pères Noël pour apprendre à l'incarner au mieux et avoir de meilleures chances de se faire embaucher dans les hôpitaux, les écoles, les crèches ou les centres commerciaux. Les retraités se plient donc à des cours de diction, de théâtre ou de chant. Oui, mais voilà, malgré leur chant, leur enthousiasme et leur bonhomie, les Pères Noël brésiliens peinent de plus en plus à trouver des contrats. Il faut dire que la pandémie est passée par là, divisant par 6 le nombre de contrats au plus fort de la crise sanitaire. Alors désormais, les Pères Noël aussi reçoivent des cadeaux sous forme de paniers repas. Bienvenue pour améliorer le quotidien en cette période de fête. Ah oui, et ça n'est que justice. Charlotte Piret, merci beaucoup. Vous partez avec La Femme, Y Tu Te Vas, un extrait de leur dernier album qui s'appelle Teatro Lucido, un hommage aux cultures hispaniques.
saber más de ti. Cómo sufrí, pero yo sé que el amor es así. Todas las veces que me encuentro aquí, ya no quiero más. Y tú te vas, y no me queda otra más. Me quedo todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te vas. Y tú te vas, y yo no quedo otra más. Me quedo todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te vas. La luna que ves es la misma que cae en mi piel. Me siento tan cerca de ti, pero me siento tan lejos, muy lejos también. Después del dolor, después de todo, todo más fue mejor. No te quiero, mi amor, ya se marchitó. Y tú te vas, y ya no queda otra más. Me caen todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te vas. Y tú te vas, y no me queda otra más. Me caen todas mis lágrimas que he podido llorar. Honestamente cuando no estás, me acostumbro a mi soledad. Es posible que me mejores cuando tú te vas. Y tú te La femme Y tout est vaste sur France Inter. Y nosotros vamos a Bruxelles. France Inter. Je suis venu vous parler d'Europe. The European Union, général. Un jour dans le monde. Retrouvez bien sûr Angélique Boin, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, on le sait, est allé s'assurer en personne aux États-Unis du soutien sans faille dont il a besoin pour mener la guerre. La semaine dernière, il s'était aussi adressé en visio aux Européens, chez qui il y a quand même un petit risque de fatigue. Oui, il ne faut pas le négliger. Après 10 mois de guerre, les effets sur les économies européennes, avec l'inflation, le prix de l'énergie, l'impact des sanctions sur certains secteurs industriels, sont très concrètement ressentis par les citoyens et les entreprises dans toute l'Union. Le risque d'une fatigue des opinions publiques ou bien des acteurs économiques est donc bien réel. Cette crainte, elle a d'ailleurs été évoquée par certains dirigeants européens lors de leur réunion de jeudi dernier, ici à Bruxelles. Un sommet au cours duquel les 27 chefs d'État et de gouvernement devaient se mettre d'accord sur une nouvelle aide de 18 milliards d'euros de prêts pour Kiev, ainsi que sur une nouvelle tranche de 2 milliards d'euros pour fournir des armes. Les deux ont été débloqués. Mais les décisions, parfois, Angélique, semblent bien difficiles à prendre. Oui, et maintenir l'unité des 27 n'est pas une mince affaire, comme l'ont d'ailleurs souligné lors de leur point de presse le président du Conseil Charles Michel, puis la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Les deux ont beaucoup insisté ce soir-là sur la complexité de cette tâche. Je vous propose d'écouter ce que disait Ursula von der Leyen au Premier ministre tchèque Peter Fiala dans ce point de presse. Son pays préside le Conseil de l'Union européenne. Il avait beaucoup œuvré en amont de ce Conseil pour lever les blocages sur tout un tas de dossiers qui avaient un impact direct sur l'aide à l'Ukraine. Vous avez repris le flambeau du Conseil à un moment extrêmement difficile. La guerre en Ukraine provoquait et continue d'ailleurs de provoquer des ondes de choc dans le monde entier en affectant beaucoup de secteurs de l'énergie à la sécurité alimentaire. Il a été essentiel de maintenir notre unité concernant les objectifs et les actions à mener. Et vous, la présidence tchèque, vous avez été déterminant dans cette réussite. Et une unité maintenue donc malgré des différences d'appréciation parfois importantes, Angélique, sur ce conflit. Oui, qui provoque des débats, parfois vifs, parfois publics, mais le plus souvent à huis clos, pour ne pas envoyer de signaux de désunion à Moscou. Mais il faut bien rappeler que les dirigeants vivent en fait chacun dans leur pays, à leur poste, des situations très différentes. L'impact de la guerre n'est pas du tout uniforme. Il y a les Polonais qui ont accueilli des centaines de milliers de familles ukrainiennes, l'Estonie qui consacre à l'aide à l'Ukraine plus de 1% de son PIB. C'est 20 fois plus que la France, selon les chiffres de l'Institut Kiel. L'impact de la fermeture du robinet de gaz russe diffère aussi très largement d'un pays à l'autre. On en a eu la preuve avec les discussions absolument interminables sur le plafonnement de cette énergie. Et puis l'inflation, Fabienne, on s'en plaint en France, mais elle est à 2 chiffres dans 18 pays de l'Union, selon Eurostat. 23% en Hongrie, 12% en Italie, 10% en Belgique. Donc les échanges sont vifs, parfois très vifs, mais le soutien reste massif.
Oui, et pour s'en rendre compte, allez faire un tour sur le site du Conseil où une page entière est consacrée à l'aide apportée à Kiev depuis février. Outre les aides financières qui sont difficiles à quantifier car il y a les aides européennes et les aides bilatérales. L'UE envoie aussi de la nourriture, des médicaments, des générateurs. On en a parlé ici, c'est l'opération humanitaire la plus massive de son histoire. Dès le 4 mars, les Européens ont aussi accordé un statut particulier aux réfugiés ukrainiens. Ils peuvent séjourner chez nous, ils ont accès à l'école, au marché du travail. Sur le territoire européen, des corridors ont aussi été mis en place pour permettre l'exportation de produits agricoles ukrainiens. Notre réseau électrique a été connecté à celui de l'Ukraine. Les Européens ont aussi mobilisé leur agence Eurojust pour documenter les crimes de guerre en temps réel. Des dizaines de magistrats, de médecins légistes, d'experts y travaillent. Voici quelques-unes des actions concrètes décidées à 27 donc par les Européens, dont le soutien reste à ce stade et malgré leurs discussions sans faille. Merci beaucoup Angélique Boin avec nous depuis Bruxelles. À jeudi prochain. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, il avait jusqu'à hier soir minuit pour former un gouvernement. Benyamin Netanyahou a donné sa réponse quelques minutes seulement avant l'échéance. Il affirme avoir réussi à former le prochain gouvernement. C'est le dénouement donc des élections du 1er novembre, les 5e en 4 ans. On l'a beaucoup dit, ce gouvernement sera le plus à droite de l'histoire d'Israël et il pose beaucoup de questions évidemment au sujet de l'idéal démocratique dans l'État hébreu. On le savait depuis les élections, Netanyahou allait redevenir Premier ministre après la parenthèse d'un gouvernement piloté par l'alliance Naftali Bennett-Yair Lapid. Nous y sommes donc. Le Likoud a conquis 32 sièges en novembre à l'Assemblée, la Knesset. Avec ses alliés, il a obtenu la majorité absolue, plus de 60 sièges, des alliés radicaux, 2 partis ultra-orthodoxes et 3 formations d'extrême droite. C'est en effet du jamais vu dans l'histoire d'Israël. On n'a pas encore les détails de l'accord, mais sauf coup de théâtre, ce gouvernement sera bien investi dans les 2 semaines à venir. Benyamin Netanyahou a été contraint de confier des portefeuilles ministériels à des figures aux marges de la politique israélienne. D'abord, Bezalel Smotrich, leader du parti sionisme religieux, un colon pur et dur qui a longtemps soutenu l'annexion de la Cisjordanie. Il tient régulièrement des propos racistes, anti-arabes. Il sera précisément en charge des colonies en Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir, ensuite, de la formation Force juive, encore plus à droite, déjà condamné pour incitation à la haine raciale. Il avait récemment dans son salon un portrait de Baruch Goldstein, le colon qui a tué 29 musulmans en 94 au tombeau des patriarches à Hébron. Ben-Gvir donc va devenir ministre de la Sécurité nationale. Et alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel gouvernement ? La crainte bien sûr c'est que Netanyahou soit débordé par ses partenaires d'extrême droite. D'abord il y a un risque d'embrasement dans les territoires palestiniens. Smotrich et Ben-Gvir se voient confier beaucoup de pouvoir. Le premier entend développer la colonisation. Il a pour projet de légaliser des implantations non reconnues jusqu'ici par Israël. Le second va notamment contrôler les gardes frontières en Cisjordanie, qui a connu cette année ses violences les plus meurtrières depuis la seconde intifada. La solution à 2 États pourrait être de facto enterrée par ce gouvernement, et à cela s'ajoutent de possibles tensions autour des lieux saints. Autre inquiétude, les menaces sur le système judiciaire. La coalition pourrait notamment faire passer une loi qui permet à la Knesset d'annuler une décision de la Cour suprême. On touche là le socle de la démocratie en Israël. Troisième point, Benyamin Netanyahou est toujours inculpé pour corruption. Il pourrait chercher à faire voter une loi pour mettre fin à son procès. Là aussi, l'état de droit est menacé. 4e sujet de préoccupation, le poids du religieux. Les ultra-orthodoxes prennent de plus en plus de place, notamment pour des raisons démographiques, une forte natalité. Netanyahou a dû démentir que le gouvernement envisageait d'interdire les plages mixtes et la production d'électricité pendant Shabbat. Il fait toutefois entrer au cabinet Avi Maoz, un ultranationaliste homophobe chargé de promouvoir l'identité juive en Israël. Alors est-ce qu'il y a suffisamment de garde-fous pour protéger la démocratie israélienne ? Alors d'abord Fabienne, si Israël en est là, c'est aussi parce que l'État hébreu n'est pas à l'abri des mouvements illibéraux qui s'attaquent à l'État de droit, aux élites dans le monde
monde entier. On l'a vu aux États-Unis, au Brésil, en Inde, dans plusieurs pays européens. C'est aussi ce mouvement qui est à l'œuvre en Israël. Et on a pu le constater dans de nombreux cas, c'est un mouvement réversible, l'alternance est possible. Exemple aux États-Unis et au Brésil récemment. Une précision toutefois, l'évolution démographique en Israël pourrait conduire à d'autres coalitions de droite. Aujourd'hui, plus de 70% des 18-24 ans se disent de droite. Ensuite, Benjamin Netanyahou sait qu'il ne peut pas faire trop de concessions aux extrémistes. Il court le risque de perdre ses soutiens à l'étranger, à commencer bien sûr par les États-Unis. D'ailleurs, Washington a posé ses conditions. Bibi devra lui-même rendre des comptes pour conserver le soutien américain. On peut supposer qu'il tentera d'édulcorer les projets les plus radicaux de la coalition. Enfin, Israël conserve les attributs d'une démocratie solide, une presse libre, une société civile active, des manifestations fréquentes. En dépit de toutes les inquiétudes, ces piliers de l'état de droit restent intacts. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, merci beaucoup. À très vite. Nous, on reste ensemble avec le journal d'Hélène Fromanti juste après. Il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.